nouvelle réglementation parasismique, publiée le 22 octobre 2010, est applicable depuis le 1er mai 2011. Vous devez localiser votre opération pour connaître l'aléa auquel elle peut être soumise. Cet aléa possède plusieurs niveaux. Très faible, faible, modéré, moyen et fort. Une fois l'aléa connu, vous devez identifier la catégorie d'importance du bâtiment que vous allez réaliser. Les ouvrages de catégorie 1 regroupent les bâtiments dans lesquels toute activité humaine est exclue. Les ouvrages de catégorie 2 regroupent entre autres les bâtiments d'habitation individuelle, les ERP de 4e et 5e catégorie, à l'exception des établissements scolaires, les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres. Les ouvrages de catégorie 3 regroupent entre autres les établissements scolaires, les ERP de 1re, 2e et 3e catégorie, les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres. Les ouvrages de catégorie 4 regroupent les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile, de la défense nationale, ainsi que pour le maintien de l'ordre public. Ils comprennent notamment les hôpitaux et les SDIS. Si un bâtiment est soumis à des obligations par la réglementation, il doit être dimensionné suivant les Eurocodes 8. Dans le cas particulier des maisons individuelles, certaines dérogations existent. Dans les zones d'aléa modérés, le dimensionnement peut se faire à l'aide des règles parasismiques maison individuelle NFP 06 014. Aux Antilles, le dimensionnement peut se faire en suivant les recommandations du guide de la FPS Construction parasismique maison individuelle. Vous trouverez des informations complémentaires sur les sites planséisme.fr et prime.net. La topographie, la nature du sol, la présence d'eau en sous-sol sont à prendre en compte car elles peuvent générer des sollicitations spécifiques qui doivent être prises en compte lors de la conception. Lorsque vous allez concevoir votre ouvrage, vous devez renforcer certaines zones, en particulier au niveau des semelles filantes, au niveau des raidisseurs verticaux, au niveau des encadrements de baies, au niveau des chaînages horizontaux, au niveau des planchers et au niveau des ouvrages en porte-à-faux comme les balcons. Lors de la réalisation des semelles filantes, portez un soin particulier au recouvrement entre les lits d'armature. Liez les lits d'armature aux chaînages verticaux à l'aide de 4 fers dont la section vous sera donnée dans l'étui de béton. Au niveau du plancher, portez un soin à la mise en œuvre des armatures assurant la continuité entre le chaînage horizontal et le chaînage vertical. Cette continuité sera réalisée à l'aide d'armatures en épingle. Vous devez porter une vigilance particulière aux ligatures entre armatures. Dans le cas de semelles isolées, celles-ci devront être liaisonnées aux autres fondations à l'aide d'un réseau maillé de longrines. Lors d'un séisme, la structure encaisse des efforts horizontaux importants. Le but d'un renforcement parasismique est de liaisonner l'ensemble des éléments d'infrastructure pour augmenter sa résistance à la déformation. Les matériaux employés devront répondre aux exigences des critères généraux de choix des matériaux définis dans la partie 1.2 du NFDTU 20.1, ouvrage de maçonnerie en petits éléments. Les renforts d'armature entre les chaînages verticaux et les réseaux de fondation doivent être réalisés avec soin pour assurer la continuité de la transmission des efforts dans les 3 directions. Au niveau des baies, l'encadrement doit être chaîné, les recouvrements entre armatures respectés et ce chaînage doit être relié aux chaînages horizontaux du plancher. Au niveau des planchers, les armatures des poutrelles doivent être reliées aux chaînages horizontaux du plancher. Le recouvrement entre armatures horizontales et verticales doit être réalisé avec soin. Le liaisonnement entre les armatures doit être fait à l'aide de 4 fermés. De la même manière, les rampants doivent être liaisonnés aux chaînages verticaux. La charpente doit être contreventée et fixée mécaniquement à la maçonnerie. Les pannes, quant à elles, doivent être fixées soit mécaniquement au pignon ou bien engravées. Lors d'un séisme, la structure est soumise à des charges horizontales importantes. Les différents éléments de la structure contribuent à assurer son contreventement. Les planchers et la charpente contribuent au contreventement horizontal. Les raidisseurs verticaux contribuent quant à eux à assurer le contreventement vertical. Le porte-à-faux maximum des balcons est limité à 1,50 m.
Une attention particulière doit être apportée aux aciers de renfort entre le ferraillage du plancher, les chaînages horizontaux et le ferraillage du balcon. Le conduit de fumée doit se situer à moins d'1 mètre de la ligne de faîtage et ne pas dépasser cette ligne de faîtage de plus de 50 cm. Les lancements et la section des poteaux doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de l'étude de dimensionnement. Dans le cas d'une élévation, d'une extension ou d'une modification sur la structure, une étude de dimensionnement spécifique doit être réalisée.